Bonsoir. Je vais vous parler de l'épistémologie de l'histoire des femmes. Vous savez qu'il y a beaucoup de travaux sur l'histoire des femmes, la place des femmes, l'évolution de la situation, de la condition féminine. Et je crains malheureusement qu'il y ait un défaut de conception dans ce genre d'ouvrage, qu'il y ait une incompréhension du rôle des femmes dans l'histoire, justement, dans la société. Le pluriel, à mon avis, est d'ailleurs tout à fait de mise ici. Si l'on admet l'hypothèse que je développe depuis déjà un certain temps, selon laquelle les femmes ne font sens que collectivement et quantitativement, on voit mal comment on pourrait extraire des noms qui soient pertinents. Puisque précisément, on dirait presque que c'est l'anonymat qui caractérise l'activité féminine. L'anonymat, ou si on préfère, une certaine forme d'interchangeabilité, ou si on préfère, une certaine forme de répétition et de duplication, sinon de clonage. Donc, en fait, le problème il est résolu d'avance. Il est indiscutable que les femmes jouent un rôle important. Il est indiscutable qu'elles peuvent en jouer encore un plus important. Mais il est indiscutable que ce rôle important est collectif. Et donc, par conséquent, qu'il ne saurait suivre les mêmes méthodes de travail pour être appréhendé que l'histoire des hommes. Parce que l'histoire des hommes, c'est justement l'histoire d'individualités puissantes qui sont des personnages semants, des personnages sources, des personnages qui vont rayonner, qui vont diffuser, et qui vont inspirer, et qui vont inspirer notamment des populations entières, des communautés entières. Et de plus en plus, dans ces communautés, des femmes. Donc, il est normal que l'histoire des hommes soit l'histoire de personnalité. Tout comme il est normal que l'histoire des femmes soit l'histoire de mouvements, de courants qui sont déclenchés, qui sont initiés par des hommes et qui prennent des formes extrêmement diverses. Mais ces formes extrêmement diverses sont toutes, je dirais presque, équivalentes d'une certaine façon, entre elles. Même si elles peuvent avoir bien entendu des spécificités, mais c'est des spécificités qui sont relativement mineures, et qui donc à l'échelle de l'histoire, il n'y a aucune raison d'isoler une femme par rapport à une autre, parce que finalement, elles se valent toutes, plus ou moins. C'est ce qui les caractérise, elles se valent toutes. À un moment donné, un groupe va être constitué d'un nombre X de femmes qui font à peu près la même chose, qui disent à peu près la même chose. Et donc, par conséquent, il n'y a pas de raison de les distinguer. Donc je crois que là, il y a une erreur, il y a un problème, il y a un obstacle épistémologique qui tient au fait que les femmes ne jouent pas le même rôle que les hommes, elles ne peuvent pas être appréhendées selon les mêmes critères, elles doivent être appréhendées sur un mode quantitatif, c'est-à-dire avec un beaucoup plus grand nombre de noms. Paradoxalement, je dirais que le nombre de femmes qu'il faudrait mentionner est plus important que le nombre d'hommes. Puisque, quelque part, pour chaque homme qui déclenche quelque chose, il y a plusieurs femmes qui vont broder, qui vont faire des variations, qui vont dériver de ce processus avec un certain talent, avec un certain mérite. Donc, pour leur rendre justice, il faudrait citer des listes entières de personnages qui ne sont pas en eux-mêmes d'un très grand intérêt, en comparaison aux hommes, mais qui méritent qu'on les signale. Voyez-vous, donc la conclusion paradoxale à laquelle je parviens actuellement, c'est qu'il faudrait, comme ça, donner des très longues listes de femmes qui ont fait des choses intéressantes. Parce que dans le domaine, disons, médiocre, dans le domaine d'une réalisation intéressante, mais qui ne va pas très très loin, il y a énormément de femmes qui méritent d'être mentionnées. Donc, informatiquement, il faudrait effectivement, à mon avis, il faudrait donc pas, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas moins de femmes dont il faut retenir les noms, mais beaucoup plus. Si ce n'est que ça ne vaut que dans le cadre d'une histoire des femmes. C'est-à-dire que
Mais pourquoi ne pas écrire en effet des histoires de femmes? À ce moment-là, on aurait des quantités de personnages, des quantités de fiches de personnages, de femmes, qui ont fait des choses, qui se sont illustrées, mais qui finalement forment une communauté de femmes, forment un ensemble de femmes dont on peut effectivement signaler les différentes composantes, bien entendu. Mais je dirais que moi je suis toujours pour ce rapport de 1 à 10, d'une certaine façon. Je pense que pour un homme important, il y a 10 femmes de qualité, par exemple, pour disons l'ordre des choses. Maintenant, ce n'est pas très facile, parce que s'il faut retenir des centaines et des centaines de noms, vous imaginez bien que c'est presque inconcevable. Donc on peut les écrire, on peut le dire, mais globalement, il y a beaucoup de femmes de valeur, c'est certain, mais d'une valeur moyenne. Donc effectivement, le débat est complètement faussé. Le débat est faussé. Les femmes jouent un rôle majeur. Elles, bon, comme disent certains, elles donnent la vie. Elles font fonctionner pas mal de choses. Elles prolongent un certain nombre de choses. C'est incontestable. Maintenant, on ne va pas élever des statues pour toutes les femmes qui ont donné, qui ont fait un enfant. Il ne faudrait quand même pas complètement délirer. Bon, donc vous voyez bien qu'à un moment donné, cette puissance quantitative, quelque part, se retourne contre elle. En termes de personnages remarquables, de héros remarquables, hein, ça se retourne contre elle. Mais ça ne change rien aux faits sociologiques. Et je dirais que d'une certaine manière, la psychologie serait plutôt une science du masculin, qui mettrait en évidence de très fortes personnalités, et la sociologie serait une science du féminin, qui mettrait en évidence des mouvements, des processus, des collectifs.